Pour vous décrire d'où on vient, j'ai commencé par une petite chanson. Tata Yo-Yo. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà, alors j'ai bien vérifié dans la salle avant pour m'assurer qu'il n'y avait pas des jeunes de moins de 20 ans. Donc tout va bien. Alors effectivement, la période d'où nous venons, dans le livre je décris à peu près depuis les années 90. Et comme vous le disiez tout à l'heure, vous vous souvenez sûrement de Francis Fukuyama, qui dans les années 90 avait écrit un livre qui s'appelait « La fin de l'histoire ». C'était très à la mode. Tout le monde était heureux, ça y est, la démocratie, le libéralisme, tout ça, il n'y avait pas de problème. La vie était un long fleuve tranquille. Eh bien, il s'est complètement trompé. Et pour nos générations, alors pardonnez-moi, je suis un peu plus ancien que vous, mais je me classe dans nos générations, nous avons vécu une parenthèse, même s'il y a eu beaucoup de crises, une parenthèse dans laquelle les choses globalement se passaient bien. Alors, effectivement, le Covid, c'est intéressant d'ailleurs parce que j'en parlais l'autre jour à quelqu'un et je parlais de la chute des tours en 2001, où j'étais à Norfolk à l'époque, donc j'ai vu de l'intérieur des États-Unis ce que ça avait provoqué. Et on me disait, mais quand tu parles de ça aux jeunes, là, c'est l'âge de Cro-Magnon. Pour eux, ça n'existe pas. Le Covid, eux, ça leur parle, parce que c'était il y a 2 ans. Et vous avez raison, c'était une crise importante. Mais donc, ces crises que je vois dans les années 90, où on a cru que tout allait s'arranger, ben, il y a une succession. Alors moi, je parle de crise géopolitique, hein. Même si le Covid a un intérêt, c'est que c'est la seule première crise qui a touché le monde entier et dans lequel le monde entier s'est se trouver solidaire ou pas solidaire, peu importe, mais a essayé de trouver des solutions. Mais les crises qu'on a traversées, 2001, 2003, 2007, pourquoi y a-t-il eu une crise en 2007 que personne n'a vu venir, directement liée à la crise actuelle en Ukraine? C'est le discours du président Poutine à Munich devant, vous savez, la réunion sécurité qui se tient tous les ans à Munich. Eh bien, en 2007, il a dit clairement, nous ne voulons plus de l'unilatéralisme américain, nous voulons créer un multilatéralisme avec les BRICS. 2007, je vous invite à réécouter. C'était assez impressionnant parce qu'il était là où je suis et la délégation américaine était là. Et il leur a dit. Et on y a prêté une attention moyenne, pour ne pas dire pas d'attention. Et tout de suite après, ça a enchaîné. 2008, la Géorgie, Abkhazie, Ossétie du Nord, annexion par la Russie. Et on s'est excité pendant un petit moment, c'était le président Sarkozy à l'époque. Donc quand je dis excité, je sais de quoi je parle. Et puis ensuite, il y a eu 2013, la Syrie, puis 2014, la Crimée. Et là, d'un seul coup, on s'est dit, bah oui, il se passe quelque chose. Mais on a répondu très moyennement. Puis le 24 février 2022, il y a eu l'attaque en Ukraine. Et là, enfin, on voit que le monde est en train de changer. Alors, qu'est-ce que ce monde qui est en train de changer? Pour essayer de trouver des réponses, ce monde qui est en train de changer, c'est la fin de l'unilatéralisme parce qu'un certain nombre de pays, en 2003, ont tiré les leçons de l'attaque en Irak des Américains. J'étais à New York à l'époque, au Conseil de sécurité, donc j'ai vu le mensonge américain, je pèse mes mots, le mensonge américain pour justifier une guerre en Irak. Et dans les couloirs de l'ONU, tout le monde disait, les Frenchies, tenez bon, parce qu'on était les seuls. De toute façon, on était les porte-voix d'une certaine façon du reste du monde. Et depuis, alors je vous rassure, c'est pas l'état normal ma voix en revanche. Hein. Depuis hier soir, il y a un petit truc là. Bon, c'est probablement hein, une action russe pour empêcher de parler, vous voyez. Et donc,
2003, le monde a commencé à dire « Les Américains, deux poids, deux mesures, vous nous racontez un peu n'importe quoi pour faire la guerre ». Et ceci s'est révélé dans les années suivantes. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle les BRICS. Alors les BRICS étendus, puisque les BRICS, c'est le petit noyau initial, hein, Chine, Inde, Russie, merci beaucoup. Mais c'est étendu maintenant à l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Algérie, etc. Et donc, cette tendance qui commence à nous indiquer quelle réponse, c'est pas quelle réponse, c'est ce qui se passe. On détruit un ordre, l'ordre post-1945. L'ordre post-1945, c'est quoi? C'est l'ONU, aujourd'hui 194 pays à l'ONU, qui sont capables de discuter entre eux. Un Conseil de sécurité, 15 membres, 5 membres permanents. Je le rappelle, Russie, États-Unis, Grande-Bretagne, Chine, France. Les vainqueurs. Merci au général de Gaulle de nous avoir placés dans les vainqueurs. Et c'est cette organisation, depuis 1945, sous la houlette américaine, avec, il faut le rappeler, un blocage jusqu'en 90, les gens ont complètement oublié ça. Mais jusqu'en 90, il n'y avait quasiment pas de résolution du Conseil de sécurité parce qu'il y avait un blocage entre l'Union soviétique de l'époque et les Américains. Après 90, j'ai vécu cette époque-là. À ce moment-là, vous disiez que je suis parti au Liban, puis après ça, la Yougoslavie. Il y avait plein de résolutions parce que les Russes étaient en position d'infériorité, ne bloquaient pas. Donc ce monde est en train de disparaître. Vous avez vu qu'au Conseil de sécurité, rien ne se passe sur l'Ukraine, parce que les Russes bloquent. Rien ne se passait sur Gaza, parce que les Américains bloquaient, jusqu'à la semaine dernière, où ils ont laissé passer une résolution qui montre un grand changement de la position américaine à Gaza, d'ailleurs. Et donc, ce monde est en train de disparaître. Même par quoi est-il remplacé? Quel monde propose les BRICS? Ben, pas grand-chose. Il propose une opposition, mais pas une création. Pensez-vous que l'Inde pense comme la Chine? Non. Pensez-vous que le Brésil pense comme l'Algérie? Non. Que l'Arabie Saoudite pense comme l'Afrique du Sud? Certainement pas. Donc, il y a une opposition, mais il n'y a pas de création. Et si je reviens aux Nations Unies et au conflit que tout le monde voit, parce qu'il y a des obus qui tombent, il y a des morts, c'est-à-dire ce qui se passe en Ukraine en particulier, eh bien, lorsque vous allez aux Nations Unies, le dernier vote de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui condamne l'action russe en Ukraine, 141 votes. Ça veut dire 2/3 du monde est contre l'action russe. Donc quand on m'explique aujourd'hui que tout le monde est avec les Russes, je dis, les gens sont d'accord avec les Russes, que les Américains en font trop. Mais ils ne sont pas d'accord avec les Russes sur ce qu'ils font. Donc vous voyez bien que la balance n'est pas équilibrée. Et dans ce monde, vers quoi nous allons nous orienter? Premier point, le chaos. Il faut avoir ça en tête, le chaos. Alors quand je m'adresse aux moins de 20 ans, j'étais il n'y a pas longtemps devant des jeunes de Sciences Po, et je leur disais, c'est formidable, il y a plein de crises devant vous. Vous allez avoir du boulot. La vie sans crise, c'est pas marrant. Il faut régler les crises. Et les entrepreneurs, vous savez ce que c'est que de régler les crises. On en parlait tout à l'heure. J'étais dans une entreprise pendant 12 ans et je sais aussi ce que c'est que de régler ces crises. Donc, ça va être le chaos. Et il faut reconstruire un monde. Et quel monde peut-on reconstruire? Alors là, j'en viens au dernier chapitre de mon livre. Vous voyez que j'ai sauté rapidement. Qui s'appelle « Péril en la demeure ». Et dans « Péril en la demeure », je parle des périls
qui guettent la France, mais pas seulement la France. J'ai un ami canadien, gentiment, qui a mis un message sur tous les réseaux canadiens en disant « lisez-le, ça s'applique au Canada également ». Individualisme, djihadisme, autoritarisme. Nos sociétés, je parle pour moi, ce sont mes petits-enfants, peut-être pour vous, vos enfants, sont très individualistes. Ils regardent beaucoup leur nombril et ils ont oublié qu'une société, c'est fait d'un collectif. Un collectif, c'est fait de multiples individus qui comprennent qu'il y a plus de choses qui les rassemblent que de choses qui les séparent et qu'ils n'arriveront bien qu'en travaillant en équipe. Ça a été pour moi l'objet, et je le dis sans faire de politique, lors de la première campagne électorale d'Emmanuel Macron, on m'avait demandé de faire partie de son équipe. Alors quand je dis on m'avait demandé, c'est de l'intérieur, bien sûr. Mais les armées, le chef d'état-major des armées, j'en parlais hier soir, Pierre de Villiers, qui est un camarade, m'avait dit « vas-y, il faut travailler avec lui ». Et ça a été l'objet d'une idée qui suit son chemin, à son petit rythme, qui était le service national universel, en disant on va réunir, alors pardonnez-moi, je vais être parisien, le 9-3 et le 16e, on ne va pas perdre son temps. Ils vont se regrouper. Je n'ai vécu que le service militaire obligatoire. Et je peux vous dire que dans les rangs de l'armée, j'avais des gens qui venaient de partout et qui d'un seul coup disaient « Ah ben ouais, moi je suis de Marseille, le gars il est de Strasbourg, mais voilà ». Et puis, comme me disait, excusez-moi, hein, c'est vraiment embêtant, et comme me disaient des gens que j'avais rencontrés dans un cocktail qui me racontaient leur service militaire et qui me disaient « c'était génial, dans notre piole, on avait le futur évêque de Lyon, le macro de Marseille, l'entrepreneur, l'instituteur, et tout cela faisait d'excellents soldats », comme disait la chanson. Donc, premier point, l'individualisme. Et on en parlait hier soir, les réseaux. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans la data, etc. etc. Les réseaux. C'est un outil formidable d'ouverture, sauf qu'il ne fait pas ça. Il enferme les gens. Les algorithmes les ramènent toujours à ce qu'ils ont envie d'entendre. C'est pour ça que je discutais hier, je ne sais pas s'il est dans la salle, je discutais avec quelqu'un à propos de la guerre en Ukraine et de la Russie, qui m'assénait la doxa russe. Et je disais, mais oui, mais les gens qui sont ça, c'est même plus la peine de les convaincre. Ils sont enfermés dans leur raisonnement, qui peut être un raisonnement acceptable, hein, et dans les mensonges. Parce que, rappelons que si en France nous ne recevons pas d'obus aujourd'hui, nous recevons la guerre de la communication et du cyber tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quand vous voyez, j'en discute sur les plateaux télévisés, les abominations qui sont lancées et qui marchent. Je vais vous prendre la plus grosse lancée depuis pas longtemps. Brigitte Macron est un homme. Mais je vous assure que ça marche. Sur les réseaux, il y a des gens qui vous disent « mais c'est évident ». D'ailleurs, on ne voit pas d'elle de photo à 18 ans. Ils n'ont qu'à chercher un peu, ils la trouveront. Mais voilà. Donc, l'individualisme, premier point. Deuxièmement, le djihadisme. Alors, j'ai pris le djihadisme parce que c'est le haut du panier. Mais prenons le séparatisme. Ce sont des gens qui veulent imposer une vision du monde qui est différente de notre société démocratique, laïque, égalité homme-femme, etc., etc. Et ils veulent l'imposer progressivement par des associations, par de l'aide. Moi, je l'ai vécu au sud Liban. Quand j'étais au sud Liban en 91-92, le problème, c'était les Palestiniens, ce n'était pas le Hezbollah. Mais le sud était chiite. Petit à petit, le Hezbollah est arrivé avec de l'argent, en payant les femmes pour qu'elles portent des voiles, en payant les femmes pour qu'elles aient plus d'enfants, etc., etc. Et donc, cette vision veut détruire notre société de l'intérieur. Donc, il faut faire attention, et j'en parlais hier à propos des choses, et ça me frappe toujours. On parle toujours des obus qui tombent, jamais des obus qui ne tombent pas. Et sur la lutte contre, osons le mot, les frères musulmans,
Et ça, les frères musulmans, qui au passage, par le biais d'Erdogan, viennent de se prendre une bâche en Turquie. Intéressant et à suivre. Je ne dis pas que c'est la fin du voyage, mais c'est intéressant. Eh bien, on ne voit pas que, par exemple, des mesures ont été prises. Le ramadan se termine la semaine prochaine. Pour la première fois, en France, pendant le ramadan, il n'y avait pas d'imams importés de Turquie, d'Algérie et du Maroc. Les imams devaient venir de France. C'est la première fois. Que je rappelle que ceux qui venaient de Turquie, ils venaient avec les sermons écrits par les frères musulmans en Turquie. Les associations ne peuvent plus être financées par l'étranger. Toutes ces mesures sont en train de se mettre en place. Et il y a un vrai combat important. Vous avez vu le drame, mais moi j'ai regardé ça hier soir, j'étais effondré. Ce gamin de 15 ans qui a été tué, probablement pour des raisons liées à la religion, comme la jeune fille qui est sortie du coma, heureusement, qui était agressée parce que des copines trouvaient qu'elle s'habillait de façon provocante et ne respectait pas les préceptes de l'islam. Donc c'est important. C'est le deuxième sujet important. Le troisième sujet important, c'est l'autoritarisme. Alors je fais un petit passage historique. J'avais un chef en ex-Yougoslavie, le général Koch, qui était un vrai général, qui avait, commandant sur le terrain, je veux dire un type qui avait commandé sa carrière en commandant 5 ans en Algérie. Donc il savait un peu ce que c'était que la guerre. Et savait ce que c'était que le commandement. Et je fais tout un passage pour dire qu'à la fin, ça n'était pas l'autoritarisme, mais l'autorité. D'ailleurs, il m'a gentiment dédicacé un tableau quand on a quitté, puisque j'étais 10 mois cul et chemise avec lui, si j'ose dire. J'étais lieutenant-colonel à l'époque. Pour le lieutenant-colonel Trinquant qui me préserve du pire. Parce que j'étais là pour le contredire. Mais il avait eu l'intelligence de faire venir quelqu'un pour le contredire. Et non pas l'autoritarisme qui consiste à envoyer un message, mettre tout le monde au garde à vous et appliquer ce message. Donc, pourquoi je vous parle précisément de cette société qui est nôtre, qui est vôtre, c'est nous. En vous disant, en vous citant Thucydide, qui dit « Nous avons le choix, nous reposer ou être libres ». Donc, en clair, les choses sont claires. Nous ne devons pas nous reposer. On a beaucoup de travail devant nous. Et ce travail, pour prendre un sujet beaucoup plus global, c'est la fin de l'illusion de l'extension de la démocratie dans le monde, Francis Fukuyama. C'est le renforcement de nos valeurs. Alors attention, dans nos valeurs, on peut mettre n'importe quoi. Moi, je parle des valeurs cardinales. Le renforcement de nos valeurs pour être un phare, pour éclairer et pour être un aimant. Et non pas aller dire, comme l'OTAN l'a fait en Afghanistan, ça y est, maintenant la démocratie c'est bon, les femmes, plus de voile, etc., etc. Ça marche un peu à Kaboul, pas ailleurs. Et 20 ans plus tard, les talibans sont de retour et on voit la situation en Afghanistan. Donc c'est pas ça, c'est le phare. Et là, un petit mot sur l'Europe, puisque je vous rappelle que dans un mois, il y a des élections. Et l'Europe, c'est fantastique de voir le nombre de pays qui veulent rentrer dans l'Europe. Moldavie, Ukraine, Bosnie, à qui on vient d'ouvrir la semaine dernière la capacité de le faire, Géorgie, Arménie, tous ces pays veulent rentrer dans l'Europe. Est-ce que vous voyez beaucoup de pays qui veulent rejoindre la Chine ou la Russie? Pas vraiment. Donc, il faut qu'on soit conscient de nos valeurs et de notre force. Je disais en m'amusant hier, quelqu'un qui me posait la question, la force est en nous, mais il faut en être convaincu. Il faut en être convaincu. Et cette force doit permettre à d'autres pays de rejoindre ça. Et puis, si la Chine met 50 ans pour se transformer, c'est le problème des Chinois. Mais nous, on va continuer à être dans ce pôle de stabilité fantastique jusqu'au 24 février. L'Europe, attendez, qui pense, parlez à vos enfants, que l'Allemagne pourrait se battre contre la France?
c'est n'importe quoi. Moi, j'ai eu un grand-père, chef d'un réseau de résistance déporté à Auschwitz, dont 2 de ses fils sont morts, l'un dans les maquis, l'autre comme pilote dans l'armée américaine, puisqu'il avait réussi à rejoindre l'armée américaine. Et quand je commandais un escadron en Allemagne, ma mère est venue, leur sœur et sa fille. Et elle a été invitée à danser par l'officier allemand. Et elle m'a dit, jamais je n'aurais pensé danser un jour avec un officier allemand. Parlez-en à vos enfants, c'est plus un sujet. Donc, cette Europe, et je vais étendre ce que dit Sylvain Tesson pour la France, dans laquelle il dit, la France, ce paradis où les citoyens se croient en enfer. Eh bien, soyons conscients de nos valeurs, soyons conscients de ce que nous portons. Je vous donne un exemple. Un ministre estonien que je rencontrais me dit, mon général, vous savez que depuis que l'Estonie a rejoint l'Union européenne, nous avons multiplié notre PIB par 10. De l'autre côté, ça n'aurait jamais été possible. Donc, l'Europe, c'est ça. L'Europe, c'est compliqué. L'Europe, on est 27, avec 27 histoires. C'est compliqué quand on discute avec la Hongrie, avec la République tchèque, avec les Pays-Bas. Mais on y arrive toujours. On y arrive toujours. Les crises sont des révélateurs des systèmes. Et les systèmes se mettent en marche. Un autre exemple, la Facilité européenne de paix. 5 milliards prévus hors budget par les Européens pour équiper à l'origine les pays africains, en gros. Et là, discussion pendant des mois sur le sexe des anges, on peut en parler, là c'est aussi Constantinople et l'époque de ces grandes discussions, sur est-ce qu'on a le droit d'utiliser cet argent pour acheter de l'armement létal? Donc blocage à l'Union européenne. Le 22 février, la guerre commence. Le 27, la Facilité européenne de paix achète avec les 5 milliards de l'armement létal. 4 jours pour régler le problème. Donc l'Europe, quand elle veut, elle est capable. Alors, soyons sûrs de nos valeurs pour nous projeter et être capables d'être des phares et de continuer. Et les entreprises ont un rôle essentiel dans l'économie, mais sociale. Je l'ai vu dans ma société, dans laquelle on a fait venir un général. C'était la première fois alors qu'ils équipaient les armées françaises. Et les premières interventions qu'on m'a demandé de faire, c'était après le Bataclan. En disant, la menace est chez nous, qu'avez-vous à nous dire? Donc, ce rôle est important de phare, ce rôle est important de croire en notre pays, bien sûr, mais en la capacité de l'Union européenne. Je voudrais quand même rappeler que c'est la 3e puissance économique au monde. Les gens disent toujours, ah oui, l'Europe, l'Europe. Oui, 3e puissance économique au monde. Le problème, c'est qu'il faut qu'elle arrive à, alors dans le domaine qui me concerne, la défense, à coordonner tout ça pour que on ne sait pas en ce moment, à peu près 300 milliards d'euros dédiés à la défense, après les augmentations dues à la guerre, ne soient plus dépensés à droite à gauche de façon désordonnée, mais de façon coordonnée pour représenter une puissance. Dans le domaine militaire, les États-Unis, c'est 880 milliards de dollars par an. L'Europe, 300. La Chine, 250. Donc, la compétition, elle est là. Et la compétition, dans les domaines économiques que vous connaissez mieux que moi, elle est là aussi. Donc, croire en ces valeurs, de façon à pouvoir porter notre projet, et que notre projet, à un moment, intéresse les autres pays. Je crois que c'est là les réponses que nous devons apporter, et ça veut dire que la réponse, nous l'avons chacun. Chacun a ses réponses. Et les forces morales, c'est un terme qu'on aime beaucoup dans l'armée, les forces morales. Je vais vous citer encore Thucydide. Il faut revenir aux anciens qui pensaient à ça. Et Thucydide disait « La défense de la cité ne repose pas sur les vaisseaux ou les murailles, mais sur le caractère des citoyens. » Et ça, nous tous responsables, vous dans les entreprises, avec les gens qui travaillent avec vous,
dans vos familles, avec vos enfants, il y a un rôle majeur à jouer, de façon à ce que ceci soit bien compris et qu'au lieu de paniquer, les jeunes se disent « l'avenir, c'est nous qui allons le fabriquer. C'est nous qui allons le faire et comme on a envie que ce soit, et non pas imposé par un autoritarisme quelconque. Mais pour ceci, il faut que l'individualisme trouve ses limites et que le djihadisme soit combattu dans nos sociétés pour permettre à nos sociétés de se développer comme on a envie de les faire. Je crois que c'est la réponse fondamentale qu'il faut apporter. Et donc, comme je suis un cavalier, je vous dirai en avant, calme et droit. Merci. Merci, mon général. En avant, calme et droit, avec ce bataillon que vous avez en face de vous. Si vous voulez leur autoriser, ils vont sortir du rang pour vous poser peut-être une ou deux questions. Bien sûr, avec plaisir. C'est toujours le moment le plus intéressant pour moi parce que j'apprends beaucoup. Très bien. Alors, l'animatrice du réseau social interne millénaire, la voici. Bonjour, Mylène Romano. Je voulais savoir ce que vous pensez du wokisme. Alors, c'est une question claire et qui répond au sujet dont je parlais à propos de l'individualisme, c'est le problème des minorités qui veulent imposer leurs normes aux majorités. Ce sont des minorités. Alors les médias, on en parlait tout à l'heure, répercutent beaucoup tout ça. Un exemple très récent, Sciences Po. Vous savez ce qui s'est passé à Sciences Po. Et moi j'étais sur un plateau et je disais, mais vous m'emmerdez avec vos trucs, vous parlez de Sciences Po là parce que vous êtes tous sortis de Sciences Po. Donc pour vous, c'est la conflagration. Mais je dis dans les crises actuelles, puisque c'était lié à Palestine-Israël, dans les crises actuelles, la France s'en est super bien sortie. On n'a pas eu les manifestations qu'il y avait aux États-Unis ou à Londres. En France, ça a été géré de façon étale et calme. Donc arrêtez de mettre en exergue un petit sujet parce que c'est soi-disant une élite qui est formée là et qui est scandaleux. Alors il y a le Premier ministre, il y a le président, tout le monde y vient parce que ce sont des anciens Sciences Po. Mais voilà, le wokisme, c'est une minorité. Les minorités ne doivent pas imposer leurs normes aux majorités en utilisant les réseaux sociaux, les médias, etc. etc. D'ailleurs, vous savez que le wokisme qui vient des États-Unis, il y a un retour de bâton sérieux aux États-Unis. Et donc, chez nous, on n'a pas à copier les États-Unis, pour commencer. La société française est très, très, très différente des États-Unis. Voilà. Merci. Tu peux balancer en effet la box devant, derrière, là où tu veux. Waouh. Oula. T'inquiète pas. C'est pas mal. Oui, mais c'est fait exprès, ça leur fera du bien de bon matin. Oui, ça réveille. En général, j'imagine que vous aviez d'autres méthodes pour éveiller aussi les garnisons. J'avais pas prévu de faire du sport. Mon général, merci pour cette présentation. Vous avez parlé du SNU, qui est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Dans le SNU, vous le savez, on a deux phases. Le service national universel, on a deux phases, on en avait trois, on en a deux. La deuxième, qui consiste à faire des missions d'intérêt général, on est en incapacité totale de les faire, et, parce qu'on n'a pas les ressources pour les faire. Et vous savez bien que si on veut généraliser pour le coup le SNU, il faudrait qu'on en fasse 600 à 800 000 par an. Puisqu'il faudrait qu'on forme 600 à 800 000 jeunes. Question, comment est-ce qu'on intègre les entreprises que nous sommes, qui sont autour de nous, pour traiter les missions d'intérêt général, parce que nous sommes à peu près les seuls à avoir la capacité d'entraîner ces jeunes vers un projet citoyen. Alors, sur ce sujet SNU, je vais reprendre simplement le découpage. Donc, il y a 15 jours d'internat dans lesquels les gens sont ensemble, ils se mixent, ils se mélangent, et on leur apprend un certain nombre de trucs. Et ce qu'on doit leur apprendre, en particulier, c'est pour l'ouverture pour la deuxième partie, donc les 15 jours dont vous parlez après. Et l'ouverture, c'est vers quoi vous pouvez vous orienter. Alors, le service du pays, c'est pas seulement d'être militaire ou pompier, ou policier, ça peut être pompier, ça peut être ONG, ça peut être travailler dans des entreprises. C'est ça ce que ça veut dire. Donc les 800 000, je vous rassure, c'est pas pour aller dans les entreprises. S'il y en a 400 000, c'est le bout du monde. Le reste,
doit être absorbé par les autres systèmes, en particulier le système militaire, policier, pompier, ONG, etc. Sur le deuxième sujet, vous avez raison, mais aujourd'hui, vous savez quel est le plus grand ennemi du SNU? Non. Alors l'armée, vous avez raison. Moi, à l'époque, quand j'ai lancé ça, Pierre de Villiers m'avait dit, c'est très bien ton truc, mais un mur étanche entre les armées et ça, parce qu'on ne veut pas payer pour le SNU, ce qui est un problème de budget, hein, c'est autre chose. Hein. Mais non, ce sont les syndicats de l'éducation nationale. Parce qu'ils considèrent que quand on met des jeunes au pied d'un drapeau pour chanter la Marseillaise, on les militarise. Voilà, c'est ça le sujet. Et pour vous décrire un petit peu, le premier qui a été en charge du SNU, c'était Gabriel Attal, secrétaire d'État. J'étais dans son bureau quand il fait célébrer ses 30 ans. Ça me faisait un drôle d'effet, mais bon. Ensuite, où est-ce qu'il est allé? Il est allé au compte public. Et là, je le rencontre et il me dit, vous inquiétez pas, mon général, les finances, c'est moi, maintenant, je vais m'en occuper. Et ensuite, où est-ce qu'il va? À l'éducation nationale. Et là, son premier discours, c'est quoi? J'ai 3 points. Le premier, rétablir l'autorité. Et maintenant, il est Premier ministre. Donc, c'est un sujet, et je le sais, parce qu'il me l'a dit, que le président tient beaucoup à ce sujet-là. Mais tout est dans l'exécution, comme on dit. Et vous avez raison, il y a un vrai sujet avec comment on le fait. Alors, les grosses boîtes, Thales, machin et tout, ils vont vous prendre 10 stagiaires, il n'y a pas de problème, pendant 15 jours. Ils passeront des photocopies à droite à gauche. Je ne suis pas sûr qu'ils apprennent grand-chose, mais ça leur fera découvrir un petit peu une température. Mais la deuxième partie, c'est un vrai sujet, au-delà des armées, au-delà de la police, au-delà des pompiers, au-delà de tous ces sujets. Découvrir l'entreprise, c'est un vrai sujet globalement pour nos écoles, hein, pas seulement à cause du SNU. Voilà, donc je n'ai pas de réponse à vous apporter là-dessus. Je sais que c'est une priorité. Mais aujourd'hui, pardonnez-moi, dans les priorités, je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Et j'ai peur qu'il ne soit pas rendu obligatoire avant la fin du quinquennat du président Macron. Très clair. Et ne sous-estimons pas les blocages des syndicats de l'éducation nationale dans plein de domaines. Tu as la catchbox et ensuite Laurent. Vas-y. Bonjour mon général, Évrard de Villeneuve. Finalement, est-ce que c'est pas donner raison à Samuel Huntington dans le choc des civilisations plutôt qu'à Francis Fukuyama? Alors, tu veux développer ce que disait Huntington? Parce que, non mais c'est vachement bien, tu vois, on sait que tu as passé ta nuit à lire Huntington pour le sortir là, mais comme tout d'un coup, ce sont un tout petit peu crétin parce qu'on ne sait pas ce que tu as lu à la page 392 du bouquin. Voilà. Moi, j'ai lu Hervé Villard, qu'après c'est fini, dire que c'était la ville de mon dernier amour. Je cite. Qu'est-ce qu'il dit, Huntington? Alors en fait, donc, Francis Fukuyama dit la démocratie c'est la fin, on est arrivé au bonheur. Et Samuel Huntington parle du choc des civilisations. Et donc en fait, dit que l'avenir, en fait, c'est les civilisations qui vont s'entrechoquer. C'est un tout petit peu ce qui arrive, en fait. Merci de la précision. Je pense que ceci est vrai si on en revient au djihadisme. Parce qu'il y a un vrai choc des frères musulmans qui veulent imposer leur vision du monde, donc autour d'un islam très rigoriste. Hein, j'en parlais beaucoup hier soir. Moi, je travaille, je suis en relation avec le recteur de la mosquée de Paris. Il y a un gros travail qui est fait pour détruire ça de l'intérieur. C'est-à-dire que c'était le recteur de la mosquée de Bordeaux qui avait un mot très juste. Il disait, oui, mais vous, les chrétiens, vous avez eu la Renaissance, la Réforme, tout ça. Il y a eu plein de trucs qui ont changé hein, depuis l'époque où les papes étaient en Avignon. Donc il y a plein de choses qui ont changé. Alors que dans l'islam, au contraire, ils sont revenus en arrière. Et donc, ils ont un vrai sujet. Et les femmes voilées, ça n'existait pas dans les pays du Maghreb, par exemple. C'est quelque chose de nouveau. Donc, je pense que le choc des civilisations, oui, là-dessus. Sur le reste, je ne le crois pas. Vous savez, Poutine, son idée majeure, c'est garder le pouvoir. Le reste, il s'en fout. Garder le pouvoir avec 25% de commission sur chaque contrat qui est passé. C'est parce que c'est une mafia. Il faut le voir comme ça. Et en ce moment, il gagne beaucoup d'argent, d'ailleurs, au passage. Donc, c'est ça, le sujet. Donc, le problème civilisationnel qu'il a, lui,
Moi, je crois que fondamentalement, vous savez, la guerre en Ukraine, alors bien sûr, l'Ukraine n'a jamais existé, faisait partie de la Russie, ça c'est son langage. Mais l'Ukraine rejoignant l'Europe, l'Europe est aux portes de la Russie. Et la jeunesse russe, elle regarde beaucoup l'Europe. Et là, c'est une sacrée perte de pouvoir pour Poutine. D'ailleurs, M. Lavrov a eu un mot très intéressant. Il a dit, mais on s'en fout qu'il y ait 1 million de jeunes qui soient partis. C'était des opposants. Alors, ils perdent une substance extraordinaire, mais ils s'en foutaient. Donc, je pense que pour ce qui est de l'islam, oui, c'est un vrai sujet, mais ça n'est pas un sujet global. La Chine a une vision différente. L'Inde a une vision différente. Et tout ça, ça fait partie des BRICS. Et encore une fois, ils sont capables de mettre le chaos en cassant un système. Ils ne sont pas capables de remplacer ce système. D'où, vers où on va. Et quand on me pose la question sur l'ONU, je dis, les agences de l'ONU, ça fonctionne pas mal. Même l'UNRWA, qui n'est pas aimée du tout par les Israéliens, ça fonctionne. L'Assemblée générale, ça fonctionne. Sauf que ça n'amène pas à une décision. 141 votes sur 194, d'accord, mais ça n'empêche pas une décision. Le gros problème, c'est le Conseil de sécurité, avec sa composition et ses règles de fonctionnement avec le droit de veto. Voilà. Donc, moi, je serais plus pragmatique et je dirais, voyons comment changer le système plutôt que de le casser alors qu'on ne sait pas ce qu'on va mettre à la place. Voilà. Merci. Et pour la question et pour la réponse, tu peux balancer. Je donne la parole à Laurent Vronsky et tu peux envoyer la catchbox ici. Devant, il lève la main depuis 3 quarts d'heure, il a une crampe. Merci beaucoup. Oh, pardon. Oui, moi je voudrais vous... On parle beaucoup de l'arme nucléaire depuis 1945, et pour cause, mais il y a une arme qui est vieille comme le monde et d'une puissance extraordinaire dont on parle peu, même dans les débats économiques on en parle peu, c'est la démographie. Et j'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur les déséquilibres ou les rééquilibres issus justement des déséquilibres démographiques de par le monde. Oui, alors ça c'est un sujet dont on a parlé, et on est d'accord, c'est un sujet essentiel. Et je rappelais toujours, à l'époque où j'ai fait une petite année de Sciences Po, Chonu, qui était le maître sur la démographie, et qu'il faut regarder à 25 ans minimum. Aujourd'hui, quand vous regardez, je suis en train, parce qu'on m'a demandé de faire un deuxième livre, donc je suis en train de travailler sur la démographie dans mon deuxième livre, et c'est assez étonnant de voir les chiffres où la démographie baisse partout. Alors je ne parle pas de l'Europe, où ça s'enfonce sérieusement, les Français étant les moins mauvais là-dedans, mais sauf en Afrique. Alors, vous savez que le chiffre clé, c'est le taux de fécondité. Le taux de fécondité doit être à 2,1 pour le renouvellement des populations. Alors, je vais prendre le cas précis de l'Ukraine pour quelle réponse apporter à la crise actuelle en Ukraine. L'Ukraine, avant la guerre, avant 90, c'était 50 millions d'habitants. Aujourd'hui, c'est 34 millions d'habitants, avec un taux de fécondité de 1,2. Donc, c'est un pays en train de mourir. Donc, sa question, c'est, et le président Zelensky l'a posé à des étudiants, ça a été diffusé, donc je pense que ça n'a pas été fait par hasard, où il a dit, vous savez, se battre pour le Donbass, récupérer une terre brûlée avec plus que des gens pro-russes parce que tous les Ukrainiens sont partis, ça va nous coûter beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes, parce que je rappelle qu'il y a des femmes qui combattent, des hommes et des femmes qui vont combattre, alors que notre pays est en train de mourir démographiquement. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à se tourner vers l'Europe, qui nous a ouvert les bras, en perdant une partie de notre territoire, mais en sauvant une population? D'où la négociation qu'il y a eu au Parlement ukrainien pour passer la loi de la mobilisation qui s'arrêtait à 27 ans à 25 ans. C'est 2 ans, c'est pas beaucoup, mais ça fait 2 classes d'âge, et donc de pouvoir renforcer le dispositif. Donc, la démographie, c'est un point clé. Alors que la population mondiale n'augmente pas, c'est plutôt une bonne nouvelle. En revanche, que nos sociétés aient une courbe avec beaucoup plus de vieux que de jeunes, ça a un impact bien sûr sur l'avenir, mais aussi sur la capacité d'innover, sur la capacité de se projeter. Et alors, il y a un sujet qui est très intéressant. Il y a eu des sondages parce que cette question avait été posée nationalement. Et la question, c'était, dites, pourquoi ne pas avoir d'enfants? Alors tout le monde vous dit,
Je suis sûr que si je pose la question, vous allez dire conditions de travail, machin et tout. Pas du tout. La crainte en l'avenir. La crainte en l'avenir. Ça veut dire, j'en reviens à mes solutions, croire en nos valeurs, croire en nous et se projeter, et la démographie en fait partie. Voilà. Merci pour la question. La catchbox est ici. Oui, bonjour Pierre. Est-ce que les actions nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique, qui sont des actions au niveau global, peuvent être une opportunité ou au contraire sont un risque par rapport à l'équilibre des forces géopolitiques? Alors c'est un sujet que je n'ai pas beaucoup étudié, pour tout vous dire, mais je pense que c'est une opportunité à condition d'en mesurer les effets. Je vous donne un exemple simple. Voiture électrique obligatoire à partir de 2035 en Europe. Décision stupide. Parce que ça veut dire que l'industrie chinoise est chez nous et qu'on est en train de tuer une partie de notre industrie. Donc il faut arriver à pondérer les choses. Ensuite, il faut bien voir les critères. Le nucléaire, par exemple. Souvenez-vous de nos écologistes qui voulaient, et les Allemands l'ont fait, connerie monumentale des Allemands. Aujourd'hui, on en revient. Il y a une coalition nucléaire qui a été créée, 30 pays qui sont réunis pour avoir du nucléaire, donc avoir de l'énergie décarbonée. Et aujourd'hui, moi, ce qui me frappe, c'est que les écologistes n'en parlent plus. D'un seul coup, ils se sont aperçus que, bah oui, il y avait un problème. Ce n'est pas les éoliennes qui vont nous fournir toute l'électricité dont nous avons besoin, qui répond, en gros, aux besoins des populations. C'est que nous, population riche d'Europe, on a vécu cette révolution industrielle, etc. Mais les pays pauvres, eux, ils font un bond gigantesque et ils disent, mais attendez, vous nous avez pollué pendant des années, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'avoir l'électricité autant que vous? Et donc, voilà. Donc, je pense qu'il faut pondérer et puis il faut revenir sur un certain nombre d'axiomes sur de l'écologie politique qui n'était pas de la vraie écologie. Mon général, vous ne le saviez pas, mais vous venez d'une perche incroyable pour passer dans la oui, séquence. J'avais vu. la séquence qui suit. Si, donc vous le savez, je savais bien que vous aviez préparé. Non. Très bien. Mesdames et messieurs, le général était notre invité. Je vous propose de le saluer comme il se doit. Merci infiniment.